Bonjour tout le monde, toujours dans le chapitre 5. Maintenant, on est dans la section donc 5.2, les diagrammes donc, de corps libre. On s'appelle chapitre 5, donc nous sommes dans la deuxième loi de Newton, F est égal à ma. Et le chapitre 4, c'est la première loi de Newton, donc la loi du principe d'inertie, ou principe d'inertie. Fait que les diagrammes de corps libre, donc notés DCL, donc un D pour diagramme, un C pour corps, un L pour libre. Donc, c'est la manière finalement de visualiser donc, la matière lorsqu'on a plusieurs forces donc, qui agissent donc, sur un objet puis peut modifier donc, son mouvement. Fait que dans ce temps-là, on va utiliser un diagramme donc, des forces qu'on va appeler donc, un DCL. Mais voici les étapes pour être capable donc, de dessiner, de représenter donc, un DCL. Fait que je vais y aller donc, en vous faisant donc, des petits exemples pour vous expliquer donc, tout ça. Premièrement, donc, faire un petit croquis donc, du dessin. On s'entend-tu que moi, dessiner une voiture, là, je ne suis pas bien capable. Fait qu'on peut représenter la voiture par un point. Puis le point donc, va être au centre de l'objet, au centre de masse. À partir de ce point-là, on va représenter chacune des forces qui agissent sur l'objet. Et toutes les flèches vont partir de ce point-là. On ne va pas inclure les forces exercées extérieurement sur l'objet, les forces intérieures, juste les forces qui sont vraiment en lien avec notre objet. Puis on va utiliser donc, les règles de l'addition vectorielle pour aller chercher la force résultante. À la queue donc additionner donc, les vecteurs. OK. Fait qu'on y va donc avec tout ça. Donc ici, j'ai une voiture. Fait que je mets mon centre de masse. Donc je vais partir mes flèches à partir de ce point-là. Pas nécessaire donc de dessiner la voiture. Quelle force qui peut être exercée sur la voiture? Bien, la force reste au sol à cause de la force gravitationnelle. C'est sûr aussi que peut-être que ma voiture est en train d'accélérer, fait que j'ai une force donc accélératrice. Peut-être que j'ai des forces de frottement qui s'exercent sur cette voiture-là. Résistance avec l'air, donc résistance donc avec le sol. Et on a donc aussi une force normale qui est le plancher qui va pousser donc la voiture, parce que la voiture, ben, on va s'expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est la force normale, la force qui va empêcher la voiture de s'enliser donc dans le sol. Oh, j'ai des skieurs. On va y aller avec le skieur donc en B, parce qu'il y en a plus qui sont représentés. Bien sûr, on a toujours donc la force gravitationnelle. Et en passant, même si le skieur est sur une pente, la force gravitationnelle va toujours être à 90 degrés avec notre feuille, avec notre page, et non avec le plan de la pente. Ensuite de ça, on a donc la force de frottement, ou les forces de frottement donc avec l'air, force de frottement donc avec le sol, qui vont être parallèles, vraiment parallèles avec notre pente de ski. Ensuite, on va avoir peut-être une force motrice, peut-être que je me suis donné donc une poussée ou une force accélératrice qui va m'aider donc à descendre, toujours parallèle aussi donc avec la pente. Et perpendiculairement donc avec la pente, je vais avoir une force normale. Elle est perpendiculaire avec ma pente. Cette force normale-là, ben, c'est le sol qui va exercer donc une force sur mon skieur pour l'empêcher de rentrer donc dans la neige. J'ai une petite bonne femme qui est en train de traîner, donc un traîneau. Fait qu'on va y aller avec un centre de masse. On va représenter donc les forces à partir de ce centre de masse-là. Fait que j'ai la force gravitationnelle qui maintient au sol, qui est exercée par la Terre, qui maintient au sol donc mon traîneau, donc avec des bûches de bois. Oh, j'ai une force accélératrice ici, ou une force de tir, comme vous voulez, qui a un certain angle. Fait que j'imagine que je vais pouvoir décomposer cette force-là en X, force de tir en X, et ici, force, on va les rejoindre, là, force, on va mettre plus gros, comme ça ici, force de tir donc en Y, mais pour l'instant, juste la flèche en rouge, c'est bien correct. J'imagine
j'imagine que c'est dur, donc à traîner dans ce traîneau-là. Fait qu'il y a sûrement plein de forces de frottement avec le sol, avec l'air, donc aussi, mais surtout donc avec le sol. Et encore, donc, notre force qu'on connaît un peu, qui est la force normale, qui est la force exercée par le sol sur le traîneau pour l'empêcher d'enfoncer. On voit que la force normale est un petit peu plus petite que la force gravitationnelle. Notre traîneau, plus il est lourd, plus il va s'enfoncer donc dans le sol. Fait que ça, c'est des DCL, des diagrammes de corps libre. Qu'est-ce que je peux faire donc avec ça? On a un petit exemple donc ici. On nous dit, sur une face noire, donc les A tirent un traîneau dont le poids là, en passant, là, c'est la force gravitationnelle, il faut le savoir, et de 300 newtons. Elle tire avec une corde, puis cette corde-là fait un angle, toujours avec l'horizontale, de 20 degrés par rapport à la glace. Sachant qu'elle le tire sur la gauche et que la tension dans la corde est de 100 newtons. Donc ça, c'est la force de tir, et elle est de 100 newtons. Et que le sol exerce une force normale. Donc là, on va aller dessiner notre force normale. Là, c'est sûr que la force de tir, là, il aurait fallu que je le parte là, à partir du centre de masse. On va y aller donc avec ma force normale. Sachant qu'elle le tire avec 100 newtons, et que la force normale, mon Dieu, je ne savais plus où j'étais rendue, donc est de 265,8 newtons sur le traîneau pour l'empêcher de s'enfoncer dans le sol. On va aller chercher la force résultante. Mais en plus, j'aimerais bien ça avoir, oui, la norme, mais on me demande aussi d'avoir l'orientation, donc la grandeur de l'angle. Bon, fait que là, il va falloir que, si besoin, je décompose mes forces. Là, c'est sûr qu'on a aussi la force gravitationnelle qui s'exerce donc sur le traîneau. On va commencer donc avec la première, donc la force donc, gravitationnelle. Force gravitationnelle qu'on avait dit là, qui était de 300 newtons. Mais vu qu'elle est vers le bas, on va rajouter donc un petit négatif de 300 newtons. Fait qu'on tire uniquement donc vers le bas pour la force gravitationnelle. Donc ça veut dire qu'en X, on exerce une force 0 et en Y, bien, on exerce une force de moins 300. On y va maintenant avec la force normale. Je m'en vais donc en violet. Force normale. Fait que la force normale, elle tire juste donc vers le haut. Fait qu'en X, j'en ai pas, comme tout à l'heure, là, j'en avais pas pour la force gravitationnelle. Et j'exerce donc seulement donc vers le haut une force de 265,8 newtons. Oh! Ma force de traction, ma force de tir, elle est décomposable. Il va falloir que je la décompose en X, force de tir en X, et il va falloir que je la décompose en Y, force de tir, donc en Y. On se rappelle donc de mes petites formules. Pour aller chercher la composante en X, c'est la norme fois cos de mon angle. Je n'ai pas besoin de réfléchir à sin costan, mais vous pouvez prendre d'autres trucs que vous utilisez en mathématiques aussi. Et pour la composante en Y, petite formule rapide que je n'ai pas besoin de me questionner, c'est la norme fois sin de mon angle. Fait que dans les deux cas, je vais faire 100 newtons ici fois cos, ici fois sin de mon angle. Mais on fait attention là, l'angle là, c'est pas n'importe lequel. Nous, ben, on a un angle de 20 ici, mais je ne peux pas donner 20 degrés. Je sais que mon angle, c'est toujours à partir de mon zéro. Fait que je vais aller faire, dans le fond, 180 moins 20, qui va me donner, donc, mon angle ici, qui va être de 160 degrés. Fait que c'est pour ça que mon angle là, dans ma formule, est là, bien plus là, ici, j'ai utilisé donc 160 degrés. Ma calculatrice me donne négatif 94 ici, et pour là, donc comme ça là, et ici, il va me donner donc 34,2. Tout ce qu'il me reste à faire donc maintenant, c'est d'aller additionner les composantes en X vers un gros plus la somme des composantes en X et d'aller faire
la somme sur ma calculatrice des composantes, donc en Y, faire un gros plus. Fait qu'ici, 0 plus 0 plus négatif 94, donc tantôt je l'avais comme dit, c'était négatif 94, et mon moins 300, 265,8, plus mon 34,2, donc qui va me donner donc une somme, hein, donc pour la composante des Y, 0. C'est normal parce que mon traîneau ne monte pas dans les airs puis ne descend pas donc vers le bas et reste stable sur la chaussée. Tout ce que mon traîneau fait, c'est qu'il va avancer donc vers la gauche. Fait que c'est normal que j'ai juste une somme en X. Donc, ma résultante, elle est, ça c'est ma réponse finale, de 94 newtons, je change ça pour un gros N majuscule, à 180 degrés. Parce que par là, donc c'est qu'on a un angle de 180 degrés. Donc, on s'en va dans le fond vers la gauche. Un autre petit exemple, vous expliquer donc l'importance d'un avion. Donc, comment dessiner le DCL représentant les forces appliquées donc, sur un avion qui vole à vitesse constante. Fait qu'on va aller dessiner donc le centre de masse. On va dessiner, bien, c'est sûr, une force G qui va représenter donc le poids, la force gravitationnelle. On a donc la force normale qui est représentée par la portance donc, de l'avion, donc avec ses ailes. On a une force de poussée, une force donc accélératrice qui va faire avancer l'avion. Et on a aussi une force de résistance de l'air, force de frottement. Là, prenez ça donc comme vous voulez. Donc, ça veut dire que si mon avion, ces deux forces-là ici sont égales, bien l'avion va garder son altitude. Fait que ça veut dire qu'elle va rester donc au même niveau dans les airs. Si les deux forces horizontales donc, sont égales, ça va vouloir dire que mon avion reste à vitesse constante, tout simplement. Page 7. Exemple ici, de plein de DCL. J'ai un objet donc, qui est tenu donc, dans notre main. Donc, on a un objet donc, en chute libre et ainsi de suite. On veut savoir, donc, vous devez analyser ces systèmes de force-là à l'aide de mobiles. Parmi ces systèmes étudiés, lequel serait ou était donc en équilibre de force. Donc, on va aller voir, regardez bien. Force vers le haut qui s'annule avec une force vers le bas, une masse suspendue donc au bout donc d'une corde. Donc, oui, on est en équilibre, fait que ça veut dire que mon objet est immobile. Immobile, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0 newton. OK. Ici aussi, un objet tenu donc, dans la paume d'une main. Ben oui, ça marche. C'est immobile. Oui, ça marche. Donc, la somme des forces est égale à 0. Fait que ça veut dire qu'on est en équilibre donc, de force. Ici, oh, ça ne marche pas. Cette force-là, la force gravitationnelle, elle est plus grande que cette force-là ici, qui est la force, là, dans le fond, de frottement ou la force de résistance donc de l'air. Fait qu'un objet en chute libre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre, il va bouger, il n'est pas immobile. Fait que non, ça ne marche pas. Ensuite, le dernier. Donc, on a force normale et force gravitationnelle qui sont égales, sauf que la force accélératrice, elle est plus petite, puis la force de frottement, ben, elle est plus grande, pardon, et la force de frottement, donc, elle est plus petite. Fait que ça veut dire que si j'additionne les forces, elle et elle s'annulent, mais elle va toujours être plus grande que celle-là. Fait que ça veut dire que ça bouge, ce n'est pas immobile. Donc, non, on n'est pas en équilibre. Il faut vraiment comprendre que équilibre, c'est égal finalement à je ne bouge pas, l'objet donc est immobile. Dernier exemple. On veut, dans le fond, donc dessiner un DCL. Fait qu'il illustre le diagramme de force associé à un chariot en mouvement rectiligne sur une table si sa vitesse augmente. Comment que je fais pour dessiner ou représenter que la vitesse augmente? Bien, c'est sûr que force normale doit être égale à force gravitationnelle, sauf que la force accélératrice doit être plus grande que la force de frottement. Fait que cette force-ci et cette force-là s'annulent,
Mais c'est sûr que la résultante, on sait que mon chariot, finalement, va avancer à une vitesse donc vers la droite. C. On va effacer ça. C. Illustrer le diagramme de force associé à un chariot à mouvement rectiligne sur une table si sa vitesse diminue. OK. Fait que là, dans le fond, force gravitationnelle, on met ça égal à la force normale, ça c'est sûr. On a peut-être une force donc accélératrice, on ne le sait pas, on ne l'utilise pas. Mais si mon objet diminue de vitesse, ça veut dire que la force de frottement, elle est plus grande que la force accélératrice. Donc, on va avoir une diminution malgré que l'objet, donc de vitesse, malgré que l'objet va avancer donc vers la droite. Nous autres, donc en D, on va avoir donc le dessin d'un DCL, d'un chariot qui demeure à vitesse constante. Fait qu'à vitesse constante, il faut absolument que la force accélératrice soit égale à la force de frottement. Il faut absolument que la force G soit égale à la force normale pour que toutes les forces donc s'annulent et que la somme des forces donc soit égale donc à 0 newton. Dans ce temps-là, ben, on est bien content. Et de retour, donc, prochain petit cours, donc enregistré à la section 5.3.